Je viens de faire une vidéo qui explique comment on mesure nos progrès dans le reconditionnement de la douleur. Et il durait 15 minutes et je n'ai pas eu le temps de tout explorer, donc j'ai décidé de le faire en deux parties parce que sinon, une vidéo d'une demi-heure, c'est un peu long. Quand je faisais le reconditionnement de la douleur, il y avait une femme qui faisait des vidéos très longues, 25 minutes, une demi-heure dans sa cuisine. Je commençais à trouver ça un peu long à la fin. Des vidéos d'une demi-heure. Donc j'ai décidé de les séparer en deux. J'en ai pas parlé beaucoup de elle. Ça s'appelle Mind Body Integrate. Intéressant aussi. C'est long une vidéo d'une demi-heure. Donc on le sépare en deux celui-là. Je réalise que je n'ai pas fini sur le thème du progrès, de comment on mesure nos progrès dans le reconditionnement de la douleur. Donc voici d'autres thèmes. Comment on mesure nos progrès dans le reconditionnement de la douleur? Comme je l'ai dit dans la première vidéo, toujours se rappeler ceci, pas par les symptômes. Pas par les symptômes. Toujours garder ça en tête. Ce n'est pas les symptômes qui sont la mesure de nos progrès. Moi, il y a eu des 9 jusqu'à la fin. Donc, comment on mesure nos progrès? Par l'évitement. C'est une des grosses mesures de notre progrès. À quel point vous évitez encore, évitez certaines activités, évitez certaines positions. Ça, c'est au niveau structurel. Et comme je le dis souvent, il faut pivoter du structurel à l'émotionnel, du physique au psychologique. Donc, à quel point vous évitez certaines situations émotionnelles, à quel point vous évitez certaines émotions, à quel point vous évitez certains états psychologiques qui vous font peur. C'est une des grosses mesures. Moi, pendant longtemps, j'évitais beaucoup et je pourrais dire que je faisais le reconditionnement de la douleur dans le sens inverse, c'est-à-dire je commençais par les activités les plus faciles. Hein? J'ai un peu peur de faire ça, mais je vais le faire pareil. Parce que ça me fait moins peur que cette autre activité qui me fait énormément peur. Mais à un moment donné, dans le processus, j'ai décidé d'inverser ça. Et je me levais le matin et je me disais, qu'est-ce qui me fait le plus peur aujourd'hui? Et je faisais ça. Le plus peur. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Et c'est comme ça que je décidais quelle activité je faisais cette journée-ci, quel mouvement j'allais défier, quelle position j'allais challenger, quelle activité j'allais confronter. Défier, confronter, c'est un anglicisme, mais challenger, constamment défier, confronter, challenger les symptômes. Si on fait quelque chose, ça fait mal et on décide de ne pas le faire, on renforce le cycle négatif. On vient de renforcer dans notre cerveau que c'est une activité dangereuse à éviter, une recette parfaite pour la création de douleur la prochaine fois. Et là, il ne faut pas se taper sur les doigts. Oh non, je viens de renforcer le cycle négatif. Moi, je l'ai renforcé pendant 8 ans et j'ai réussi à éliminer la grande majorité de mes symptômes en 3 à 4 mois. Très court. 8 ans, 4 mois. Donc, ne pas se taper sur les doigts. Oh non, je viens de renforcer le cycle négatif. Il est beaucoup plus fort. Oh non, je ne réussirai jamais à le briser. Je viens de le renforcer. C'est pas grave, c'est pas la fin du monde, mais réaliser ce qu'on fait. Et à chaque fois qu'on confronte, à chaque fois qu'on défie, à chaque fois qu'on challenge, on enseigne à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Donc, une grosse mesure de nos progrès dans le reconditionnement de la douleur, c'est à quel point on évite ou à quel point on arrête d'éviter, à quel point on confronte, à quel point on défie les symptômes. Une des plus grosses mesures. Une autre mesure, qui est un peu la même, mais que je vais séparer, c'est à quel point on se sert de notre corps naturellement. À quel point on bouge le plus normalement, le plus naturellement possible. À quel point on arrête, voici le mot-clé, d'épargner notre corps.
Quand on est en douleur chronique, les gens épargnent leur corps constamment. Hein, c'est fragile. Ouh, attention. Ouh, attention. Ouh, épargnons le corps. Il est fragile, il va se briser. Je suis brisé. C'est le message qu'on envoie à notre subconscient. Recette parfaite pour la création de plus de douleur. Assumons que notre corps est 100% correct. Bougeons comme si notre corps est 100% correct. Il faut que je fasse attention ici. Ne bougez pas normalement. Bougez le plus normalement possible. Toujours le plus normalement possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a débloqué les choses pour moi. Quand j'ai arrêté d'épargner mon corps, comme s'il était fragile, comme s'il était constamment sur le point de casser. Une grosse mesure de succès, une grosse mesure de progrès, c'est à quel point on utilise notre corps normalement, à quel point on bouge normalement. Et là, on pourrait considérer ça dans le même thème, mais je vais en développer un autre. À quel point on vit normalement. Croyez-le ou non, il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des symptômes chroniques, de la douleur chronique, peu importe, lâchent leur job, lâchent leur emploi pour se dédier 100% à la guérison. C'est fréquent, ils l'adressent souvent en anglais, et là, ils disent tout, ne faites pas ça. Ne lâchez pas votre job, votre emploi, pour vous dédier à la guérison temps plein. C'est une des pires stratégies. Vous êtes en train d'envoyer le message à votre subconscient que vous êtes très brisé, très malade. Oh mon Dieu! Il doit vraiment pas être bien. Il faut qu'il dédie 100% de son temps à la guérison. Ça va pas bien. Ça ne va pas bien. Pire stratégie. À quel point vous vivez normalement? À quel point vous arrêtez d'éviter? À quel point vous bougez normalement quand vous faites une activité? Et à quel point vous faites des activités normales? Les activités le plus normales possible. Hein? Dans le thème de l'évitement, à quel point vous refusez les rendez-vous quand vos amis vous appellent. Vos amis vous appellent, allez au rendez-vous. Pas juste les obligations comme le travail. Dire, oh non, je suis fatigué ce soir, j'irai pas voir mes amis. C'est très raisonnable ça pour une personne qui n'a pas de symptômes chroniques. Écouter son corps, très raisonnable, bravo. Pas assez de gens écoutent leur corps. Mais quand on a des symptômes chroniques, il faut réaliser, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Vous renforcez le message de danger si vous n'allez pas faire les activités. À quel point vous agissez normalement. Et là, c'est de plus en plus, si on fait des activités de guérison, faire des activités de guérison qu'on va poursuivre lorsque les symptômes vont être éliminés. Comme quoi? Comme la méditation, par exemple. Méditez parce que vous allez continuer de méditer lorsque les symptômes auront disparu. Très important. Ne pas faire quelque chose pour guérir. Parce que là, ça met le cerveau en mode recherche. Si on fait de la méditation pour guérir, à chaque fois qu'on... Hein, allons-y dans le plein cliché, là. On est en lotus. On sort de la méditation et là, le cerveau se demande, est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que je vais mieux? Est-ce que je suis guéri? Est-ce que les symptômes ont diminué? Ce n'est pas une bonne stratégie faire les choses pour guérir. Le cerveau est toujours en train de se demander à quel point il va mieux, à quel point ça fonctionne, à quel point ça marche. On fait les choses qu'on veut faire. On médite parce qu'on veut méditer. Moi, je vais voir des thérapeutes, des psychothérapeutes, peu importe comment on veut appeler ça, parce que je veux me connaître moi-même, parce que je veux faire un travail personnel. Je le fais même si les symptômes sont disparus. Je ne sais pas si vous voyez l'optique ici, j'espère que oui. On fait les choses normalement parce qu'on aime faire les choses, pas pour guérir. Plus on fait des choses pour guérir, plus notre subconscient comprend qu'on est malade, qu'on ne va pas bien, qu'on a besoin de guérison. Et lorsque notre problème est la douleur chronique,
la fatigue chronique, les symptômes neuroplastiques, nous ne sommes pas malades, nous n'avons pas de problème à guérir. Très important de comprendre ça. Donc, ce vidéo était un complément à l'autre qui était un peu long. Celui-ci est un peu moins long. Donc, le vidéo entier aurait duré 25 minutes. Et là, finalement, on a une vidéo de 15 minutes et un petit vidéo de 10 minutes environ. Ce sont d'autres mesures de nos progrès. À quel point on est vite, à quel point on bouge normalement dans nos mouvements et à quel point on agit normalement dans notre vie, à quel point nos activités sont normales. Travail, amis, loisirs. Et dès qu'on fait des choses qui sont pour la guérison, une bonne mesure, c'est s'assurer qu'on va continuer de faire ces choses même quand les symptômes vont avoir disparu, parce qu'on veut faire ces choses, parce que ça nous plaît de faire ces choses. C'est une des meilleures mesures de notre progrès.